Là, on va retrouver, on va continuer à parler tout à l'heure d'empreinte numérique, d'environnement, etc. On va retrouver tout de suite Isabelle Fayolle qui revient avec de nouveaux invités pour nous parler d'un autre effet du numérique. Vous pouvez avancer, Isabelle. Venez partager la lumière avec moi, chère Isabelle. Merci Audrey. Vous allez nous parler de fake news. Deepfake, fake news, désinformation. Voilà. Je vous laisse la scène. Solange, venez par ici. Mathieu est là. Je vous en prie. Bonjour. Élodie Vial, de Reporters sans frontières, venez parmi nous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous allons maintenant parler de désinformation, parler des fake news, terme que vous connaissez déjà, et plus précisément des deepfakes. Donc, c'est un peu plus récent comme dénomination. Pour en parler, nous avons à nos côtés, nous avons Solange, Garde-Laouty, qui est spécialiste en cybersécurité, cyberdéfense, professeur à l'Université de Lausanne. Mathieu Croissando, vous êtes directeur éditorial de Maison Moderne. Élodie Vial, vous vous occupez du numérique pour le réseau Reporters sans frontières, qui a donc 130 bureaux dans le monde. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce que c'est ce phénomène des deepfakes? Alors, vous avez certainement dû voir récemment, le plus célèbre qu'on ait pu voir, c'est Barack Obama, donc l'ancien président américain, qui insulte Donald Trump sur le site Reddit, je crois, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on s'est aperçu que c'était une image totalement fabriquée par des intelligences artificielles. On a vu également ce phénomène-là avec plusieurs actrices, des actrices d'Hollywood, où on utilisait leur image, leur visage, sur des corps d'actrices porno dans des films porno, au point qu'on avait du mal à démêler le vrai du faux. On a également eu une application qui s'appelle Fake App, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permettait en fait de mélanger les visages. Et il existe également des technologies pour falsifier la voix. Donc, ce n'est pas la technologie qui manque pour fabriquer du faux. Je vais commencer par vous donner la parole, Solange. Est-ce que vous pourriez nous définir un peu ce périmètre? Je crois qu'il faut revenir sur les fondamentaux de l'informatique et de la dématérialisation. C'est facilité puisqu'il y a une indépendance logique et physique du support et que chaque information est un grain d'information représenté en binaire. Donc on peut manipuler les binaries digits d'une façon optimale et par les techniques d'intelligence artificielle, on peut apprendre des comportements, des postures pour pouvoir les simuler et faire effectivement changer de visage ou créer des faux discours avec une vraie intonation. Mais ça nous vient du mot deep d'apprentissage profond qui permettent de restituer à l'identique ou presque, en tous les cas invisible à l'œil nu, des comportements, des attitudes, des postures, une voix et une image. Ça vient du deep learning, le terme deepfake? Oui, parce que c'est profondément, enfin, ça vient des techniques d'apprentissage profond qui permet de restituer, d'apprendre de ces images pour les restituer, les fabriquer et les modifier. Alors, quelle est la différence, pour bien comprendre, entre une deepfake fabriquée intentionnellement pour faire du faux et par exemple les effets spéciaux dans un film de divertissement, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais est-ce que c'est complexe à faire? Oui et non, on a les outils de création, on a les outils de diffusion. Donc avec le net que nous connaissons, c'est relativement facile. Ce qui change vraiment, c'est la motivation, la finalité. Et au cinéma, on sait que c'est du cinéma. Et là, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas d'imposture, puisqu'on voit même effectivement des effets spéciaux, mais aussi des cascadeurs, ça a toujours existé. Et quand on dit c'est du cinéma, parce que c'est du cinéma, pour ces raisons-là. Alors, Élodie Vial, je vais maintenant vous donner la parole sur, donc, déjà pour la salle, Reporters sans frontières. Est-ce que vous pouvez rapidement dire quelle est la vocation de l'association? Je crois que vous avez 130 bureaux dans le monde. Alors, c'est 130 correspondants, mais je ne vais pas vous interrompre sur ce point. Reporters sans frontières, c'est une ONG internationale basée à Paris qui se bat pour la liberté de la presse depuis plus de 30 ans à travers notre réseau de bureaux. Nous en avons 13 dans le monde, dont un que nous avons ouvert récemment à San Francisco, et un réseau de 130 correspondants qui nous aident à la fois à identifier les menaces sur l'information, les exactions contre les journalistes, à les dénoncer à travers des articles, des rapports, et à mener un travail de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va voir les États, les gouvernements, les organisations internationales. Nous avons un statut représentatif consultatif à l'ONU pour aller porter la voix des journalistes et défendre les valeurs de la liberté de la presse. Alors, ça fait plus de 30 ans qu'on se bat pour, faire sortir les journalistes de prison, pour dénoncer les exactions contre les journalistes.
Et aujourd'hui, nous nous battons contre ce qu'on pourrait appeler les prisons invisibles. C'est-à-dire ces prisons qui enferment, qui entravent la liberté de l'information, mais qui ne sont pas, voilà, où il n'y a pas de barreaux, c'est-à-dire les coupures Internet. Dans de nombreux pays, Internet est coupé à chaque fois que les informations qui y sont diffusées déplaisent aux autorités. Nous nous battons contre la censure en ligne, la surveillance en ligne. Et puis aujourd'hui, nous interpellons des acteurs comme les plateformes, Facebook, Google, Twitter et d'autres, sur leur responsabilité sociale par rapport à l'impact de ce qu'ils ont créé sur le champ de l'information et du journalisme. C'est-à-dire que nous pensons que ces acteurs ont une responsabilité dans le fait, ce matin, Gaspard Koenig parlait d'autonomie cognitive, et bien dans le fait qu'aujourd'hui, il y a d'une certaine manière, la liberté d'opinion, la conscience éclairée peut être entravée du fait de ces plateformes et du fait de la désinformation, et les deepfakes ne sont qu'un exemple de tout ce qu'on peut voir dans le champ informationnel, dans le trouble informationnel, je devrais dire, aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Mathieu, donc, vous êtes donc directeur éditorial de Maison Moderne, qui édite plusieurs titres, notamment Paper Jam, entre autres. Vous, dans votre métier de directeur éditorial, comment vous appréhendez au quotidien cette distinction pour les lecteurs entre le vrai et le faux ? D'abord, on essaie de faire notre boulot. Pour le coup, ça n'a pas tellement changé. L'information, elle se vérifie. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un moment qui est très compliqué pour la presse, parce qu'on est confronté à une concurrence qu'on ne connaissait pas. Tout le monde aujourd'hui émet des informations, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. On était dans une... Pour faire court, on a vécu un siècle de positivisme où les faits comptaient, basés sur la vérité scientifique, l'appropriation de la connaissance, à une ère du doute et du soupçon. Alors le doute et le soupçon, c'est bien, ça fait même partie des réflexes journalistiques, l'esprit critique, mais le problème, c'est que le doute et le soupçon, maintenant, ont été jetés comme ça sur tous les corps verticaux, tout ce qui parlait d'en haut, que ce soit les politiques, évidemment, que ce soit les scientifiques, que ce soit les journalistes, parce qu'on est dedans. Et du coup, notre parole, elle est évidemment remise en cause, ce qui est bien parce qu'on a fait des conneries, il faut le dire aussi, hein, les journalistes n'ont pas toujours très bien fait leur boulot, mais on est, avec l'irruption des réseaux sociaux, maintenant confronté à l'émission de 1000 messages, 50 millions concurrentiels en termes d'information. Comment on fait le tri là-dedans ? Quand on a un journaliste, on vérifie. Donc ça, c'est la base du métier. Il faut évidemment retourner sur le terrain. Comment on fait pour se faire en sorte qu'une image soit vraie ? On regarde, il y a des logiciels qui existent. Hein, maintenant, on peut revérifier. Mais on ne remplacera jamais le travail journalistique. Or, là où on est aussi pas très bien, alors ce qui n'est pas le cas au Luxembourg, en tout cas pas à Maison Moderne, mais parce que le pays est plutôt dynamique, mais dans d'autres pays où les rédactions sont confrontées à la dictature de l'urgence et sont confrontés au manque de journalistes, c'est-à-dire comme ils gagnent peu d'argent, ils sont obligés de virer beaucoup de gens, ça fait moins de moyens humains. Et moins de moyens humains, on est évidemment beaucoup plus vulnérable quand on est confronté à publier quelque chose tout de suite, qu'on n'a pas le temps de vérifier et qu'en plus il y a de moins en moins de gens pour le faire. Alors sur ce point, justement, je voudrais redonner la parole à Solange Guernauty. Alors j'ai quelques chiffres, j'aimerais vous les faire commenter. Par exemple, il y a 48% des personnes interrogées dans une enquête Ipsos de 2018 sur les fake news qui disent avoir déjà cru à une information qui s'est avérée fausse par la suite. Et il y a également 70% des gens qui partagent des contenus en ligne sans en vérifier la source, la provenance, qui l'émet, quelle est la date. Donc, est-ce que cette question des fake news, elle est démultipliée par les réseaux sociaux et leur usage ? Ou alors, est-ce que finalement, c'est juste quelque chose qui existe depuis toujours, hein, de falsifier des images ou de faire de la retouche photo La falsification, l'escroquerie, l'arnaque, le canular, la satire, ça a toujours existé. En revanche, ce qui est vraiment nouveau, c'est le contexte de l'opinion. Et c'est l'opinion qui fait foi. On ne parle plus de faits, on ne parle plus de vérité. Et c'est le nombre d'opinions qui a plus d'importance, donc le nombre de contenus qui a plus d'importance que le contenu lui-même. Et effectivement, la facilité avec laquelle on peut produire, aimer, cliquer, renvoyer, fait que ça donne une cause de résonance assez incroyable. Et je ne suis pas
étonné que presque la moitié des personnes interrogées aient cru des fake news, parce qu'elles sont tellement bien faites. Et si elles sont ciblées particulièrement par du fait qu'elles ont été pistées, traquées pour leur envoyer des contenus dont on sait qu'elles vont pouvoir adhérer, elles ne vont pas réfléchir, puisque ça va renforcer leur opinion et renforcer leur conviction sur ce qu'ils savent déjà. Alors, quel type de fake news? Il faut quand même préciser que les fake news les plus partagées, celles qui ont buzzé, celles qui ont fait du bruit et dont on a parlé, c'est quand même très souvent des images soit insultantes, soit pornographiques. C'est rarement des fake news avec un dauphin transformé en koala, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est une démulti... Oui, parce que si on est dans l'économie de l'attention et le fait de capter captif des gens, on va leur donner ce qui les maintient un peu excités, c'est-à-dire ce type d'information, ce type d'image ou d'information. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va commencer à aller un petit peu sur les réponses et comment on peut éventuellement faire pour se protéger de ces fausses images et de ces fausses informations? Alors, il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent en binôme. Alors, vous me corrigez si techniquement c'est trop imprécis. Qui fonctionnent un peu en binôme pour corriger l'une et l'autre, pour fabriquer des fausses images. Mais il existe également des algos pour vérifier les images. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va davantage développer les algos pour vérifier? Moi, ce que je souhaiterais, c'est développer beaucoup plus l'attitude des personnes envers l'information, envers les usages d'Internet. Et peut-être le problème, c'est du gratuit, parce que comme c'est gratuit, on fait facilement sans y penser. Mais c'est aussi apprendre à lire, à décoder les images, le contexte, donner accès aux utilisateurs aux données et aux métadonnées qui sont véhiculées, apprendre à les décoder, en faire quelque chose. Mais ça suppose un enseignement, ça suppose du temps, et ça va à l'encontre de ce temps réel et immédiat sur lequel on demande des réactions qui sont plus de l'ordre de l'émotion que de la compréhension. Comment vous l'expliquez ça à vos étudiants quand vous donnez un cours de cybersécurité? Alors, je sais qu'il ne faut pas trop parler d'éthique, mais... Non, c'est pas ça correspond à l'éthique, mais ce que vous dites me fait penser qu'on a pu mettre en place des mécanismes pour détecter des escroqueries, porter plainte, les notifier, réagir. Et bien là, je crois qu'on a un peu un temps de retard, mais on est en train de prendre la mesure du problème, notamment en période préélectorale, des impacts sur la désinformation, sur la démocratie, pour proposer des mécanismes d'alerte, de dénonciation et d'identification. Après, il y aura effectivement peut-être des outils plus ou moins automatiques, mais le problème des intelligences artificielles, c'est qu'on ne sait pas comment elles sont construites, et je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une totale fiabilité envers ces mécanismes de détection. Alors, j'ai pris l'initiative, c'est pas du tout vous qui me l'avez demandé, je voulais le dire pour le public, je voulais juste montrer votre bouquin, La cybercriminalité, voilà, qui est là, écrit par Solange Garnaouty. Je crois que c'est la deuxième édition. Donc vous êtes vraiment une spécialiste du sujet sur ces questions de cyberdéfense, cybercriminalité. On doit quand même bien distinguer les fausses informations qu'on partage sans le savoir, où on est un peu victime des informations, et des informations qui sont sciemment envoyées pour donner un sens faux à une information. Élodie Vial, vous, à Reporters sans frontières, qu'est-ce que vous... Alors, j'ai cette carte. Alors là, vous la montrez parce que je lui ai demandé de la montrer. Voilà. Voilà, donc c'est notre production principale, je dirais, le classement mondial de la liberté de la presse. Et en noir, ce sont un peu les bad guys. Voilà, les pays dans lesquels la presse n'est pas libre. Et notamment la Chine. Nous venons de sortir cette semaine un rapport sur la Chine. Et le modèle de l'information tel qu'il est développé en Chine et tel qu'il est aujourd'hui exporté. Et je pense que c'est un élément important parce que là, on parle technologie, mais l'enjeu, on voit bien qu'il n'est pas technologique, mais qu'il est humain et politique. Et l'enjeu, c'est quel Internet voulons-nous aujourd'hui, quelle gouvernance, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces acteurs qui sont en train de construire un Internet traqué, censuré, fermé, et qui, par ailleurs, exportent ce modèle, et l'exportent de manière virulente, on va dire. Est-ce que ça peut être utilisé, cette techno des fake news, des deepfakes, pour déstabiliser un journaliste qui a des propos gênants pour le pouvoir en place? Est-ce qu'on peut lui salir sa réputation, le calomnier? Alors, les fausses informations, ça a déjà un impact sur l'intégrité du débat public et donc sur le grand public. Mais également, les fausses informations sont souvent également construites pour cibler les journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'une journaliste finlandaise qui s'appelle Jessica Aro. Et Jessica a enquêté sur
les fermatrolls russes, ce qui lui a valu des attaques en ligne, des campagnes de désinformation pour dire que c'était une droguée, etc., et se lancer à très grande échelle. Je mentionne son cas parce que 2 de ces cyberharceleurs ont été condamnés, ce qui est une première, mais ça montre aussi qu'aujourd'hui, dans ce contexte de guerre de l'information, les journalistes sont non seulement les journalistes et le journalisme sont les dommages collatéraux de toutes ces fausses informations, mais en sont parfois les cibles directes. Et l'enjeu pour ceux qui produisent ces fausses informations, c'est de cibler les journalistes pour les discréditer, pour mieux décrédibiliser leur reportage, et notamment lorsqu'ils enquêtent sur de la corruption ou des choses comme ça. Mathieu, sur ce sujet-là de la confiance, de la croyance, vous disiez tout à l'heure que ça peut être l'occasion pour nous, les journalistes, enfin je m'inclus dedans, mais de remettre un petit peu la vérification, la rigueur au cœur des pratiques professionnelles. Mais en même temps, on est dans une période où on manque un peu de moyens, où on est un peu tous sur le web à recopier, compiler des informations, en allant de moins en moins sur le terrain. Est-ce que ça, c'est pas un peu paradoxal ? Si, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe qui est difficile à résoudre. Solange avait raison d'insister sur 2 choses. D'abord, la gratuité. C'est vrai que la gratuité a aussi complètement percuté nos modèles économiques. À partir du moment où tout se vaut, j'ai envie de dire, puisque tout est gratuit, la valeur d'une parole, elle est la même pour tout le monde. C'est Umberto Eco qui, à propos des réseaux sociaux, disait qu'il y avait une invasion d'imbéciles. Alors moi, je ne partage pas forcément ce terme-là, mais il disait en gros la parole d'un mec qui autrefois était ivre au bistrot et qu'on faisait taire, elle vaut aujourd'hui celle d'un prix Nobel, puisque tout le monde peut parler. Les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho formidable quand on se bat pour la liberté d'expression, et il ne s'agit pas de diaboliser les réseaux sociaux. Je ne pense pas que la tech soit good ou bad. La tech, c'est un outil. Enfin, les réseaux sociaux, Internet, ce sont des outils, et c'est ce qu'on en fait qui est bien ou qui est mal. Mais c'est aussi, justement, avoir donné la parole à tout le monde, il faut s'en féliciter, ça permet de dire n'importe quoi. Et cette alimentation du débat public avec des fake news, avec des opinions qui valent aujourd'hui plus fort que des faits, parce que mon vécu, mon expérience sera toujours plus fort que ce qu'on me dit. Je ne crois pas au réchauffement climatique parce qu'il a beaucoup neigé cet hiver. Je ne crois pas à la baisse du chômage parce que moi je suis sans emploi. Voilà, ce qui sont des réflexes humains et normaux. Quand c'est donné comme ça dans le débat public, où on n'a plus de base commune pour débattre, il faut savoir que cette remise en cause, elle se fait sur les statistiques, on ne croit plus aux statistiques, elle se fait sur les messages politiques, on n'y croit plus, sachant que les politiques eux-mêmes sont des grands diffuseurs de fake news. Alors évidemment, tout le monde pense à Trump qui voit 1,5 million de manifestants là où il y en a moitié moins, mais dans le débat public français, dans le débat public européen, il y a eu aussi beaucoup de fake news. Donc comment repérer ? C'est évidemment notre métier, nous journalistes, de faire le tri entre le vrai et le faux, de vérifier, d'investir dans les rédactions, de libérer les journalistes non seulement de leur prison mais aussi de leur bureau, c'est-à-dire les faire retourner sur le terrain, parce que cette course à l'urgence qu'on décrivait tout à l'heure fait qu'on est obligé dans un temps donné, l'instantanéité, de balancer l'info sans avoir toujours le temps de la vérifier, en se disant mais quelqu'un l'a vérifié avant, donc j'ai pas besoin de la vérifier, et là c'est vraiment le grand n'importe quoi. Mais juste sur les réseaux sociaux, là où moi la partie me paraît un peu perdue d'avance, je suis un peu pessimiste. Je crois évidemment comme Solange que l'éducation, la culture, l'éducation à l'information, tout ça c'est essentiel. Mais c'est que les réseaux sociaux ont un deuxième effet, au-delà d'être des propagateurs incroyables de rumeurs, de fake news, ce qui n'existait pas auparavant. Avant, un mec racontait quelque chose, pour que ça passe dans le journal, c'était compliqué. Et puis, il y avait que les lecteurs du journal qui le lisaient. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces fake news. Et ce qui me paraît compliqué, oui, c'est que les réseaux sociaux fonctionnent en cercle fermé. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les comptes auxquels vous êtes abonnés, et vous pouvez très bien ne lire que des gens auxquels vous êtes abonnés et qui croient comme vous. C'est-à-dire qu'il y a plus d'irruption possible dans la tête de ces gens-là pour leur dire c'est faux, voilà, on vous explique. On a beau développer tous les formats de fact-checking possibles, que toutes les rédactions s'y sont mises, et elles le font bien. Quand vous n'avez pas envie de croire une information, vous n'y croyez pas. Et c'est ça le drame, c'est qu'on est passé à l'ère du savoir, à l'ère du croire. Donc, alors il y a peut-être une espèce d'effet d'ultra-scepticisme envers un savoir qui était peut-être descendant, et qui bascule un peu dans l'excès opposé, où toutes les paroles se valent, comme on dit. Je voudrais ajouter la question des générations. Il y a quand même, par exemple, 83% des moins de 35 ans ne s'informent
que sur le web, exclusivement sur le web. Donc, Solange, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en se concentrant que sur l'info qui vient du net, est-ce qu'on n'est pas encore plus victime de toutes ces fausses informations? Excusez-moi, c'est pas que l'information qui vient du net, c'est l'information qui vient des plateformes et qui a été spécialement ciblée, organisée pour cibler ce type de personnes. Et le problème, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on a concentré, du fait aussi de l'algorithme, de la captation des données personnelles, des habitudes de consommation du net, on propose au consommateur ce qu'il a envie d'entendre, de voir, ou ce que les plateformes décident qu'il est bon pour lui de voir. Donc le problème, effectivement, c'est cette unification du web, qui est un web à peut-être 2-3 services, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon. On pourrait voir aussi venir peut-être pour nous les acteurs chinois qui sont moins présents de notre côté, mais toute cette philosophie de reconnaissance faciale, de tracking, de surveillance, de bons points, de mauvais points, mais c'est ce qui ressort dans ces informations aussi. Et le problème, c'est surtout, me semble-t-il, qu'on considère l'acte politique comme un acte marchand, où on cible des publicités politiques comme si on ciblait des consommateurs pour acheter une barre de céréales. Alors, quel est le rôle de la puissance publique sur ce sujet-là? En France, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale pour légiférer sur les fake news. Et là, on se retrouve avec deux clans qui s'affrontent. Certains qui disent la puissance publique doit s'en emparer pour légiférer sur le sujet. Et en parallèle, comment on définit une fake news? Est-ce que quelqu'un qui fait circuler une information sans savoir qu'elle est fausse, est-ce que du coup il pourrait être condamné? Et donc il y a toute une partie des députés qui disent que ça va être le retour de la censure. Alors il y a le problème de la censure, de la liberté d'expression et de savoir qui va pouvoir avoir cette autorité pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. En tous les cas, c'est pas au secteur privé totalement de le faire tout seul, mais c'est bien de ces partenariats et de cette coordination qu'il puisse y avoir entre les services de l'État et les plateformes pour trouver non pas des bonnes pratiques, enfin peut-être les moins pires, et c'est ce code de conduite qui est en train d'être élaboré au niveau de la Commission européenne également, c'est de se mettre d'accord sur sur les discours. Mais le problème, excusez-moi, je fais une autre parenthèse, c'est les contre-mesures ou les mesures contre le terrorisme international où on a demandé aux plateformes d'avoir des contre-discours. Et là aussi, on a laissé aussi cette façon de déterminer, de surveiller, de contre-attaquer à des plateformes privées. Donc le débat est ouvert et compliqué. Et réguler tout ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas réguler une opinion. C'est le sujet de ce matin quand on disait qu'on demandait aux plateformes de s'auto-punir, de surveiller les contenus qu'elles diffusent pour s'auto-punir. C'est un peu paradoxal, ça. Oui, mais je pense que les plateformes sont très opportunistes et si elles ont compris que nous étions devenus des utilisateurs exigeants et que si leur business dépendra de notre exigence, elles vont y répondre au mieux. Élodie, sur la partie des réponses, Reporters sans frontières, vous mettez en place des dispositifs où vous tentez en fait d'alerter sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, tout à fait. On a monté effectivement une initiative. Juste un point sur la responsabilité des plateformes. On a le sentiment que les politiques ont compris enfin le rôle que jouaient ces nouveaux architectes de l'espace public numérique dans lequel on vit et du coup font peser sur ces acteurs des responsabilités, mais là à un stade où finalement on aboutit à une sorte de privatisation de la censure. C'est-à-dire c'est Mark Zuckerberg qui va décider ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre? Évidemment, non. Donc nous, ce que nous pensons à Reporters sans frontières, c'est qu'il faut qu'effectivement, et c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué ce matin, la question de la gouvernance, même lors de la table ronde de la battle blockchain, qui on met autour de la table. Et nous avons lancé une initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, et dont l'objectif est en fait de mettre autour de la table des associations qui représentent les journalistes, des éditeurs, des patrons de presse, des régulateurs comme le CSA en France, pour réfléchir à quels sont les standards journalistiques qu'on veut défendre. Alors pour les journalistes, c'est quelque chose de très familier. On pourrait dire que c'est une sorte de référentiel éthique et déontologique, charte de Munich, en fait, qui est une charte de bonne conduite. Voilà. Et ce que nous voulons faire, c'est déjà que les professionnels se mettent d'accord sur cette charte et l'update un petit peu, je dirais, dans le monde pour le monde actuel, et de connecter ces standards aux standards du web, c'est-à-dire aux standards technologiques, de voir comment est-ce que ces critères déontologiques et éthiques peuvent être transformés en signaux, par exemple pour les plateformes, pour d'une certaine manière donner la priorité au contenu journalistique. Parce que ce que nous constatons aussi... Excusez-moi, cette initiative, elle en est où là? Cette initiative, elle a été lancée il y a 1 an, et on attend déjà des
résultats à la fin de l'année 2019. Alors, c'est par consensus, donc ce sont de longues discussions, voilà, avec beaucoup de nationalités et d'acteurs autour de la table, mais c'est un processus qui devrait aboutir à la fin de l'année, auquel participe Google, qui est suivi par Facebook également, et d'autres acteurs technologiques qui sont soucieux effectivement d'avoir des critères, des référentiels et qui sont mis en place par des professionnels du journalisme pour pouvoir les intégrer technologiquement. Donc ça, c'est un des gros enjeux pour nous aujourd'hui, c'est effectivement relier le journalisme, la défense du journalisme tel que nous on l'entend, c'est-à-dire libre, indépendant des pressions politiques, financières également, c'est important, et lier cette défense du journalisme aux acteurs et aux standards technologiques. Voilà, donc ça s'appelle, si vous cherchez des infos dans votre moteur de recherche préféré, ça s'appelle la Journalism Trust Initiative. Juste pour réagir à ce qu'on disait tout à l'heure, 83% des jeunes qui ne s'informent que sur Internet, c'est pas un souci. Le problème, c'est ce qu'ils y trouvent. Et puis moins de 35 ans, c'est pas si jeune. C'est pas un souci de s'informer sur Internet. Heureusement, et c'est magnifique, Internet est quand même un formidable outil de démocratisation de l'information, de la culture. Ça, c'est formidable. Après, le problème, c'est ce qu'on y trouve. Et qu'est-ce qu'a changé Internet dans ce qu'on y trouve ? C'est qu'on faisait un métier, quand on était patron d'un journal, qui était une logique d'offre. C'est-à-dire, je décidais de mettre en une tel sujet parce que je décidais que c'était important pour mon lecteur et je décidais de lui parler de ça, de ça, de ça et de ça. Aujourd'hui, on est passé dans une logique de demande. C'est-à-dire que c'est le consommateur, le lecteur, qui coche avec plein de systèmes les cases pour être informé sur ce qui lui plaît. Tant mieux, on peut dire, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus cette perspective globale qu'on pouvait offrir quand on était un média généraliste sur l'information et qui permettait aussi à chacun d'avoir un sens critique un peu plus développé, une ouverture sur le monde un peu plus développée. Aujourd'hui, si vous êtes fan du PSG et militant contre la déforestation, vous pouvez recevoir que des contenus sur ces deux sujets-là, uniques, et absolument rien connaître de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors sur ce point précis, la logique de demande, on entend, mais le public ne demande pas des deepfakes. Le public ne demande pas des discours faux d'Obama qui insulte Trump. Le public ne demande pas des images porno de Scarlett Johansson. Bien sûr. Alors, cela dit, il y a toujours un public pour ça. Hein. Ça, c'est sûr. Faut quand même pas se leurrer, parce que on peut dire, mais, non, personne ne veut voir, mais si, il y a plein de gens qui veulent voir. Ça, je veux bien l'entendre. Jure sur le fait de légiférer. Mais ils ne demandent pas. Moi, je suis pas chaud pour légiférer, parce que quand j'entends légiférer sur l'information, j'ai toujours tout de suite le poil qui se hérisse, et je pense que Élodie la même chose. Il faut, à mon avis, renvoyer chacun des acteurs à ses responsabilités. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. On a, dans la plupart des pays européens, des législations sur la presse qui sont assez solides, qui datent pour certaines d'il y a déjà un siècle, mais en gros qui condamnent la diffamation, la propagation de fausses informations et de rumeurs, l'appel à la haine, des choses comme ça. Tout ça, ça existe dans les outils législatifs. Alors, le problème, c'est d'un point de vue franco-français, ça. Mais si on prend les États-Unis, par exemple... Alors là, non, parce que là, ils ont une vision de liberté d'expression qui est très différente. Mais je parlais des pays européens. En gros, on partage en gros les mêmes lois sur la presse. Le problème, c'est qu'on a considéré les hébergeurs, les plateformes, comme pour l'instant pas responsables des contenus qui étaient postés. Quand on est patron d'un journal, si on poste quelque chose qui est diffamant, on va au tribunal et on est condamné pour diffamation. Donc, eux s'abritent derrière le fait de dire, bah oui, on peut pas contrôler ce que racontent à peu près 1 milliard de personnes dans le cas de Facebook, mais en tout cas, en les sanctionnant, soit au portefeuille, soit pénalement, dans des cas de dérive grave, de diffamation, d'appel à la haine, s'ils ne prennent pas eux-mêmes la responsabilité de couper les comptes, je pense que c'est une bonne chose. Et puis la seconde chose, c'est l'utilisateur, l'internaute, qui lui aussi propage, en retweetant ou en racontant, il paraît que, propage des rumeurs, fait souvent de la diffamation ou des appels à la haine, et eux, on ne les condamne pas, parce qu'on n'est pas encore passé à cette éducation-là, et je pense que... Mais c'était ça le point de blocage à l'Assemblée, justement. Je sais bien. Voilà, de définir la ligne. Comment on définit le fake ou pas le fake ? La plupart des gens ne savent pas que c'est faux quand ils partagent. Il y en a qui le savent et ça les amuse parce que c'est rigolo, c'est décalé. Il y en a plein qui sont eux-mêmes la question entre ceux qui partagent et ceux qui postent, mais en tout cas dans ceux qui postent, ils doivent être soumis aux mêmes lois que les autres dans les autres démocraties. Oui, puis il y a aussi la question du contenu haineux, où là on est clairement dans un contenu qui est également puni, répréhensible, où là il y a des condamnations quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se dire, mon Dieu, on peut rien faire. Vous disiez, voilà, la partie elle est perdue d'avance. Ce n'est pas vrai.
Là, la semaine dernière, il y a encore un cyberharceleur de la journaliste Nadia Dam qui avait été cyberharcelée en ligne, qui a été condamné. Donc, les condamnations des individus, elles sont possibles. Par ailleurs, parce qu'on a tendance effectivement à copier-coller les lois qui se font ailleurs, et notamment sur le contenu haineux en Allemagne, l'idée de dire si les plateformes suppriment pas le contenu dans les 24 heures, elles s'exposent à des amendes records, c'est quand même extrêmement sensible dans la mesure où ça ouvre la porte à, ce que je disais tout à l'heure, une privatisation de la censure, à une censure excessive. Donc on voit bien la nécessité à la fois de leur donner un nouveau statut juridique, parce que là elles ont réussi une prouesse incroyable dans le fait d'avoir un statut d'hébergeurs, voilà. Mais nous, en tout cas, à Reporters sans frontières, nous ne voulons surtout pas qu'elle soit considérée non plus comme un éditeur ou un média. C'est pas Mark Zuckerberg ne fait pas de journalisme, et donc il est nécessaire de trouver un statut intermédiaire, et également de trouver, je dirais, un organe de régulation qui permette également de statuer sur ces cas, parce qu'on voit bien que c'est ni la puissance publique ni des acteurs privés, pour la plupart américains, demain chinois, qui peuvent décider de ce qui est vrai ou pas. Et je tiens aussi à dire quelque chose qui est important. Souvent, quand on a ce type de débat, c'est parfois franco-français, européen. Et ce qu'il faut considérer, c'est que ce qui est dit ici, ce qui est décidé, ce qui est voté dans nos assemblées, est ensuite observé et dupliqué dans d'autres pays dans lesquels la liberté de la presse n'est pas du tout la même, dans lesquels les journalistes sont emprisonnés pour diffusion de fausses nouvelles, par exemple. C'est quelque chose de très récurrent, par exemple en Égypte, enfin dans plein d'autres pays qui sont suivis par Reporters sans frontières. Et ça, c'est quand même important de prendre conscience du fait qu'on s'adresse à des acteurs globaux, et voilà, ce qu'on dit est dupliqué ailleurs dans d'autres contextes. Alors Solange, je voudrais vous redonner la parole sur une partie plus pointue, qui est donc la technologie de l'intelligence artificielle utilisée pour fabriquer des fausses images, pour faire des fausses voix, pour faire des fausses vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détecter plus facilement ces fausses images, sans rentrer dans la partie juridique, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à identifier pour chaque personne en fait, qui consomme des contenus ? Peut-être, en tous les cas, pour nous qui produisons des contenus, des images ou des contenus, c'est pouvoir aussi les signer et les rendre infalsifiables. Donc pouvoir prouver de l'authenticité d'un tableau, comme on peut le faire en peinture. Donc tous les contenus produits par des personnages officiels ou dans des contextes officiels, on puisse les certifier avec un certain degré d'authentification. Et de ce fait, si on récupère une image, une vidéo où il n'y a pas cette signature, cette authentification, on pourrait soupçonner qu'elle est fausse, qu'elle soit fausse. Alors est-ce que c'est techniquement difficile à mettre en place de signer par exemple une vidéo qu'on Non, pas du tout. Les techniques existent, il faut vouloir le faire, et puis instaurer ce mode aussi de fonctionnement autre, de penser qu'on est dans un environnement de la défiance totale où tout est vrai et tout est faux, mais que le fait que l'utilisateur final n'a pas les moyens de décider si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc donner en amont dans la construction des contenus, la diffusion des contenus, des techniques qui permettent d'assurer un certain niveau de qualité à des contenus d'authentification. Donc ça peut être possible. Alors on a beaucoup parlé de la vidéo parce que les deepfakes dont on a entendu parler, c'était des vidéos où quelqu'un parle à la place de quelqu'un, où une célébrité prononce des discours ou des phrases qu'elle n'a jamais prononcées en réalité. Cette techno, elle existe aussi pour la voix. Oui. On peut falsifier la voix de votre mère. Est-ce que la voix, ça implique aussi que ça peut être des choses beaucoup plus intimes ? Oui, puis en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'avec Photoshop, on modifiait des images. On a fallu quelques temps pour se rendre compte que les superbes mannequins des magazines étaient construits aussi. Là, on va comprendre que les vidéos aussi sont construites. Alors qu'a priori, on accorde un degré de véracité à ce qu'on voit, comme si c'était dans la réalité, mais c'est pas de la réalité, c'est des faux vrais, quoi. C'est un peu comme si tout le monde a été soulagé de savoir que les top modèles avaient de la cellulite. Voilà, par exemple. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va commencer à comprendre qu'il y a un problème, et donc avoir une autre attitude par rapport à ça. Moi, par exemple, à l'université de Lausanne, on met en place des systèmes de contrôle de plagiat des documents. Donc, dès lors qu'un étudiant nous remet un document électronique, on le passe à cette moulinette du plagiat. Donc là aussi, on pourrait avoir ce même type de mécanisme pour identifier si l'image existe déjà, sous quelle forme, avec quel degré de différence, et de se rendre compte qu'il y a eu déjà d'autres contenus similaires produits dans d'autres contextes. Et dans l'idéal, est-ce que pour vous, ce serait un organisme indépendant qui serait en charge de ça ? Les plateformes elles-mêmes, ça me paraît un peu complexe juridiquement. Puis
Mais le problème, c'est de répondre à savoir qui va garder le gardien et quelle véracité. Donc c'est peut-être des plateformes européennes reconnues avec une diversité des acteurs et des représentants d'origines différentes, y compris de la société civile et y compris des acteurs privés. Vous aviez... Oui, non, juste une chose, parce que quand je disais que c'était perdu d'avance, je pense que ce qui est perdu d'avance, c'est qu'on a changé d'ère et qu'on est dans une ère vraiment maintenant où on peut propager ces rumeurs-là parce que les gens ont envie d'y croire et parce que les opinions ont remplacé les faits. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des choses, bien sûr. On peut encadrer pénalement les responsables. Et puis, on peut aussi, quand on est dans des groupes de presse, en tout cas, réinvestir dans la qualité éditoriale. On l'a dit, il faut plutôt embaucher des journalistes qu'en virer. C'est comme ça qu'on est meilleur. Il faut bien évidemment vérifier les faits et dire quand on se trompe. Pour recréer la confiance, il faut aussi que les journalistes acceptent de dire on s'est trompé. Il faut aussi s'interroger sur la façon dont on délivre les informations. Je parlais de la dictature de l'urgence tout à l'heure, mais il y a la remise en contexte surtout qui est importante. Aujourd'hui, à l'ère du buzz, comme on veut des likes, on balance les citations les plus provocantes, généralement décontextualisées parce qu'on sait que ça va faire réagir. Et dans un second temps seulement, on dit oui, mais il l'a dit comme ci, comme ça. Mais même plus simplement, sans parler de buzz, juste les chaînes d'information continuent. L'information, par définition, on a tous été formés, je pense. L'information, il faut un temps pour la digérer, l'analyser. Alors, c'est toujours une dialectique qui est... Est-ce que par définition, elle n'est pas antinomique avec ce temps de vérification ? C'est pour ça qu'on peut aussi faire le souhait, et Dieu merci, ça marche quand même. Il y a quand même beaucoup de journaux qui font bien leur boulot et qui vérifient l'information. On ne va pas laisser dire que les gens balancent des infos non vérifiées. La meilleure sanction quand un organe de presse balance une info non vérifiée, normalement, elle vient de ses lecteurs qui arrêtent de l'acheter parce qu'ils disent il y a des bêtises dans ce journal ou il raconte des bêtises à la télé. Le problème, c'est que je vous le disais tout à l'heure, on est dans une telle époque à la fois idéologisée et d'opinion que les gens continuent. Je donne un exemple, il y a un média qui s'est lancé en France plutôt proche de l'extrême gauche et qui a annoncé il y a à peu près un an que lors d'une occupation d'une faculté, un étudiant avait été jeté quasiment par le toit par des policiers. Voilà, le fait de sortir ça sans vérifier, de gloser dessus, de donner la parole à des faux témoins aurait dû tuer ce média. Ce média est pas dans une situation florissante, mais il y a encore des gens qui croient ce qu'il raconte. Donc normalement la sanction elle vient des lecteurs, et c'est pour ça que pour recréer ce pacte de confiance, il faut franchement recontextualiser, accepter la critique et dire quand on s'est trompé, parce que sinon vous passez pour une espèce de voix officielle et du coup pour un journal pas fiable. Alors, Élodie Vial, j'aimerais que vous nous disiez ce que c'est le pacte information et démocratie mis en place par Reporters sans frontières. C'est quoi ce pacte ? Alors, donc nous, on a plusieurs effectivement initiatives. D'abord pour restaurer, je dirais, la confiance par rapport au journalisme, et donc cette initiative que nous avons lancée, Journalism Trust Initiative. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une sorte d'inversion, je dirais, du rapport de force aussi, un peu avec les plateformes. Nous avons monté une commission internationale à Reporters sans frontières avec des prix Nobel, Joseph Stiglitz, des journalistes en proie à des régimes autoritaires, des gourous de la tech, enfin en tout cas de mon point de vue, comme Yochai Benkler par exemple, Elie Pariser, alors je ne sais pas si on a les mêmes gourous, mais voilà, en tout cas, qui ont rédigé une déclaration internationale sur l'information et la démocratie, qui réaffirme un petit peu les grands principes que nous voulons suivre aujourd'hui dans ce nouveau monde et ce nouvel espace public numérique. Et puis, ce processus a été soutenu par une douzaine d'États démocratiques. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer peut-être une sorte de GIEC de l'information, une sorte d'organisation qui pourrait, avec des États, dans un processus intergouvernemental, avec des experts de la société civile, des startups, des ONG, des journalistes et les plateformes, évidemment, qui pourraient quelque part émettre des recommandations voilà, dans un travail un peu plus de régulation, je dirais, de toutes ces problématiques. Parce que si ce n'est pas la société qui se saisit de ces enjeux-là, c'est, comme on l'a dit, les plateformes elles-mêmes. Facebook a monté une sorte de cour d'appel pour répondre justement à toutes ces interpellations, mais où Facebook fait venir des
des ONG, des journalistes. Mais c'est eux qui ont le dernier mot. En fait, c'est un processus interne. Et une fois de plus, journalistes, ONG, on se retrouve à jouer les consultants en aval, pro bono, qui plus est, de Facebook. En gros, bon, quand ils font des conneries, on est là pour leur signaler. Et sans doute qu'on n'en voit qu'un millième. Mais qui pour nous ont des dommages énormes sur les journalistes. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de trouver le moyen politique, d'inverser le rapport de force et de permettre non pas à dire aux plateformes quand ils viennent nous demander quelle est notre user experience du fait qu'ils font n'importe quoi en Birmanie, et bien de leur dire plutôt voilà les principes que l'on veut voir appliqués et qui doivent pour nous présider à la distribution du contenu sur votre plateforme. Est-ce qu'on pourrait imaginer que je raconte, mais voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que ça dépasserait, par exemple, dans un avenir radieux, je suis peut-être un peu plus optimiste que vous, Mathieu, mais que ça dépasse le simple fait de la recommandation pour aller vers une espèce de label, un peu comme le label rouge pour le poulet ou comme le label éco, c'est pour vous réveiller que je balance une petite blague. Après la digestion, c'est pas facile. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de labellisation alors, Solange parlait peut-être de signature pour des documents ou des contenus vidéo. Une espèce d'organisation indépendante qui puisse un peu labelliser des contenus. Est-ce que c'est envisageable ou alors est-ce qu'on est dans le délire total, dans le fantasme absolu ? Comme nous, on travaille dessus, je peux répondre très rapidement en disant les contenus, c'est très chronophage. On le voit avec toutes les initiatives très salutaires de fact-checking. Mais bon, le web, c'est un vaste espace, hein, c'est un océan. En revanche, travailler sur la crédibilité des sources, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. C'est une discussion qui est nécessairement inclusive, collective, mais c'est pour nous une piste de solution, en tout cas, qui se dessine. Merci beaucoup de votre attention. C'est la fin de cette table ronde en In French, donc sur les deepfakes et les fake news. Je remercie Solange Guernaotti, Élodie Vial, Mathieu Croissando, et je redonne la parole à Audrey. Merci à tous les quatre.